Bonjour à tous. Ce soir, dans cette vidéo, je te propose de te lire quelques définitions dans le domaine de l'astronomie et de la cosmologie. Alors, installe-toi là où tu te sens le mieux. Et moi, comme depuis quelques jours, je vais commencer la lecture. Alors, première définition. Centre galactique, qu'est-ce que c'est? Le centre galactique est le centre de rotation du disque de notre galaxie, la Voie lactée, et le barycentre de ses masses. Dans cette région baptisée Sagittarius A se trouve Sagittarius A étoile, une source compacte et intense d'ondes radio associée à un trou noir supermassif. Cette radiosource a été repérée pour la première fois en 1974, quand le trou noir ne sera découvert que plus tard dans les années 1990. Sa masse, estimée à environ 4 millions de fois celle du Soleil, est assez légère puisque les trous noirs au centre de certaines galaxies peuvent atteindre et même dépasser 1 milliard de masses solaires. Un secteur encore énigmatique, et les découvertes sont loin d'être terminées. Une des plus retentissantes date seulement de mai 2022, avec la publication de la première image de notre trou noir supermassif. Un exploit d'autant plus grand que toute la région est obstruée par d'immenses nuages de poussière et de gaz qui absorbent la lumière visible. Pour l'étudier, il faut obligatoirement avoir recours aux ondes radio et infrarouges. L'image a ainsi été obtenue grâce à des radiotélescopes. On peut aussi utiliser des rayons X, comme le montre par exemple en 2021 un cliché pris par le télescope spatial de la NASA, Chandra, qui montrait l'activité intense de Sagittarius A, rendue très lumineuse par des successions d'explosions, de supernovas, des collisions de champs magnétiques, etc. Une rotation mystérieuse de la matière autour du centre galactique. Toutes les galaxies spirales observées jusqu'à présent ont un disque en rotation autour de leur centre galactique. Précisons toutefois que les mesures des vitesses de rotation et des étoiles montrent non seulement que la matière du disque ne tourne pas comme un corps solide, mais qu'elle ne tourne pas comme on s'y attendrait en raison des distributions d'étoiles observées et selon les lois de la mécanique de Newton. Soit il existe une distribution de masse supplémentaire cachée, ne rayonnant pas de la matière noire donc, soit ne rayonnant pas donc de la matière noire, soit il faut modifier les lois de Newton. Le centre galactique est situé à environ 26 000 années-lumière de notre système solaire, en direction de la constellation du Sagittaire. On estime
ce dernier situé dans un des bras de la Voie lactée, met environ 220 millions d'années pour effectuer une rotation autour du centre galactique. Deuxième définition, les naines rouges. Qu'est-ce que c'est? Les naines rouges sont les plus petites et les plus faibles des étoiles. Environ 80% des étoiles sont des naines rouges, mais aucune n'est visible à l'œil nu depuis la Terre. Comme leur luminosité est très faible, environ 1% au plus de celle du Soleil, les plus petites d'entre elles doivent pouvoir durer des milliards d'années. Elles sont classées dans le type M. On pense qu'il existe des milliards de super-terres autour des naines rouges dans la Voie lactée. Caractéristiques physiques des naines rouges. Les naines rouges, également connues sous la désignation technique d'étoiles de type M, sont des étoiles de faible masse et de faible luminosité. Elles ont une masse qui peut être aussi peu que 7,5% de la masse du Soleil et ne brûlent que très lentement leur combustible nucléaire, l'hydrogène. Cela leur confère une longévité qui peut atteindre ou dépasser les 100 milliards d'années, bien au-delà de l'espérance de vie estimée du Soleil. La faible luminosité des naines rouges s'explique par leur taille réduite et leur température de surface relativement basse, souvent inférieure à 3500 degrés Kelvin, ce qui leur donne une couleur rougeâtre caractéristique. Cette basse température est également une raison pour laquelle elles sont difficiles à détecter avec des instruments optiques traditionnels, leur lumière étant principalement émise dans l'infrarouge. Impact sur la recherche exoplanétaire. En raison de leur abondance et de leur longévité, les naines rouges sont des cibles privilégiées dans la recherche de planètes extrasolaires, en particulier de super-terres qui sont des planètes rocheuses ayant une masse supérieure à celle de la Terre mais inférieure à celle des géantes gazeuses. De récents progrès dans les technologies des télescopes ont permis de découvrir un nombre croissant de ces planètes orbitant autour des naines rouges. Ces découvertes sont cruciales car elles pourraient potentiellement abriter des formes de vie. Les zones habitables autour des naines rouges où les conditions pourraient permettre la présence d'eau liquide à la surface d'une planète sont beaucoup plus proches de l'étoile en raison de sa faible luminosité. Cependant, cette proximité peut également exposer les planètes à des radiations stellaires intenses, posant des défis supplémentaires pour la possibilité de vie. Les défis de l'habitabilité autour des naines rouges. Le principal problème des zones habitables proches des naines rouges est le phénomène de verrouillage gravitationnel. Cela signifie que la planète peut être verrouillée par une face toujours tournée vers son étoile, entraînant des conditions extrêmes de température entre le côté jour et le côté nuit. Ce verrouillage pose des questions sur la capacité des atmosphères de ces planètes à redistribuer la chaleur de manière efficace. De plus, les naines rouges peuvent être sujettes à des éruptions ou des flambées stellaires qui peuvent libérer de grandes quantités d'énergie
potentiellement créant un environnement hostile pour le développement de la vie telle que nous la connaissons. Définition suivante. Qu'est-ce qu'un géocroiseur? Se dit des astéroïdes dont l'orbite approche ou croise celle de la Terre. La langue anglaise distingue les deux cas par deux expressions, respectivement EGA et ECA, Earth Grazing Asteroids et Earth Crossing Asteroids. En français, existe le terme de géofrôleur, peu utilisé, qui correspond donc à EGA. Le nombre de géocroiseurs au sens large de plus d'1 kilomètre est estimé à un peu plus d'1 millier. Avec cette taille, une collision avec la Terre aurait des conséquences dévastatrices à l'échelle de la planète et de toute la biosphère. Ces astéroïdes dangereux peuvent être détectés avec les techniques actuelles et font l'objet d'observations nombreuses depuis ces dernières années. Les astronomes pensent en avoir aujourd'hui repéré les 9/10. Donc, les familles de géocroiseurs, on distingue 4 familles. Les Atons, le demi-grand axe mesure moins de 1 unité astronomique. Une unité astronomique est la distance de la Terre au Soleil, soit environ 149 millions de kilomètres. Les Apollons, le demi-grand axe de leur orbite, mesure plus de 1 unité astronomique, donc plus de 149 millions de kilomètres. Mais c'est énorme. Les amorces sont des géofrôleurs extérieurs, c'est-à-dire des astéroïdes plus éloignés du Soleil que la Terre. Les Atira, ce sont des géocroiseurs intérieurs, c'est-à-dire des astéroïdes plus proches du Soleil que la Terre. Ils sont peu nombreux. Le nombre de géocroiseurs, toujours au sens large, de taille inférieure au kilomètre, est très grand. Ces astéroïdes viennent pour la plupart de la ceinture principale d'astéroïdes qui comporte des millions de corps rocheux, peut-être des résidus d'une planète non formée gravitant entre Mars et Jupiter. Ils sont pas à côté quoi. Par le jeu des perturbations gravitationnelles, certains quittent cette région et peuvent prendre des trajectoires s'approchant de la Terre. Mais pas de risque, c'est pas demain la veille qu'un géocroiseur s'écrasera sur la Terre. L'équation du temps, qu'est-ce que c'est? L'équation du temps a de nombreuses utilités, de l'astronomie à la finance, en passant par la navigation. Pourtant, saviez-vous qu'elle n'a rien d'une équation? L'équation du temps n'est pas une équation, mais une différence. C'est plus exactement la différence entre le temps solaire vrai et le temps moyen sur Terre tout au long de l'année. Et oui, l'heure de votre montre ne correspond pas à la réalité scientifique. Pour des raisons pratiques évidentes, l'année civile, basée sur le calendrier grégorien, est divisée en 365 jours, eux-mêmes divisés en 24 heures, etc. Ces divisions successives forment le temps moyen. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Le temps solaire vrai est basé sur la position apparente du Soleil dans le ciel et celui-ci varie en fonction de plusieurs facteurs. L'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil et la trajectoire de l'orbite terrestre, qui n'est pas parfaitement circulaire. L'équation du temps n'est pas constante tout au long de l'année,
relative selon que le temps solaire vrai est en avance ou en retard par rapport au temps moyen. Un concept indispensable au quotidien. L'équation du temps est utile dans de nombreux contextes, notamment en navigation, où l'heure locale exacte basée sur l'observation des étoiles permet entre autres de connaître précisément sa longitude. On s'en sert également pour calculer précisément les changements de saison et les solstices. Par exemple, l'équinoxe de printemps et les solstices d'été et d'hiver sont déterminés en fonction de la position du soleil dans le ciel et leur date exacte de la mesure précise du temps solaire vrai. Pourquoi l'équation du temps s'appelle-t-elle ainsi? Reste une question, pourquoi appelle-t-on cela une équation alors qu'il s'agit d'une différence? La faute aux horlogers du XVIIe siècle. À cette époque, les astronomes ont découvert que la position apparente du soleil dans le ciel ne suivait pas un calendrier précis et que son mouvement pouvait varier. Ils ont donc cherché des solutions pour corriger l'heure de leurs horloges mécaniques afin que celle-ci soit exacte. Ils ont alors mis au point des tables et des graphiques permettant de suivre et de représenter ces variations du temps solaire par rapport au temps moyen. Ces tables ont été baptisées équations et ont finalement donné son nom à l'équation du temps. Ensuite, prochaine définition. Le rayonnement solaire, qu'est-ce que c'est? Le rayonnement solaire désigne l'ensemble des ondes électromagnétiques émises par le soleil. Il se compose donc d'ultraviolets, de la lumière visible, mais également d'ondes radio, en plus des rayons cosmiques. Interaction du rayonnement solaire avec l'atmosphère terrestre. Une partie du rayonnement émis parvient jusqu'à la Terre, où des ondes sont réfléchies par l'ionosphère et l'atmosphère, les ondes décamétriques et certains rayons ultraviolets, tandis que d'autres arrivent à la surface des nuages, des océans ou des continents. Elles vont alors être plus ou moins réfléchies selon l'albédo de la surface frappée. Celles qui ne le sont pas sont alors absorbées sous forme de chaleur et exploitées par des organismes vivants comme les végétaux pratiquant la photosynthèse. Spectre du rayonnement solaire et ses implications. Le spectre du rayonnement solaire qui atteint la surface terrestre varie considérablement en fonction de son interaction avec l'atmosphère. Cette inconstance du spectre est cruciale car elle influe directement sur divers phénomènes biologiques et écologiques. Par exemple, les ultraviolets, les UV, jouent un rôle essentiel dans la production de vitamine D chez l'être humain, mais peuvent également causer des dommages à l'ADN ou des cancers de la peau. Importance énergétique du rayonnement solaire. Le rayonnement solaire est une source d'énergie primaire indispensable à de nombreux processus terrestres. Il fournit l'énergie nécessaire à la photosynthèse, qui est le fondement de la chaîne alimentaire. De plus, l'énergie solaire capturée par les panneaux photovoltaïques permet de produire de l'électricité, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles et contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique. Variation saisonnière et latitude du rayonnement solaire. La quantité de rayonnement solaire reçue sur une région spécifique de la Terre varie selon la saison. Cette variation influence fortement les climats locaux et globaux. Les régions polaires reçoivent
reçoivent moins d'énergie solaire comparée aux régions équatoriales, entraînant des différences significatives dans des conditions climatiques et les habitats disponibles. Impacts environnementaux du rayonnement solaire. Le rayonnement solaire affecte également le climat de la Terre. Les changements dans l'intensité du rayonnement solaire ou dans la distribution des ondes solaires peuvent entraîner des modifications importantes dans les modèles climatiques mondiaux. De plus, l'absorption du rayonnement par des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone peut exacerber le phénomène de réchauffement global. Il est crucial de comprendre et de surveiller précisément le rayonnement solaire pour anticiper et potentiellement atténuer ses impacts environnementaux et sanitaires. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'ai l'impression d'être un peu rouge et un petit peu chaud. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris pas mal. J'espère que ces définitions vous auront plu. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à demain. Et d'ici demain, prenez bien soin de vous. Buvez de l'eau et surtout, soyez heureux. Allez, bisous.